Bonjour à tous, c'est Thomas et Julien de la Tribune Olympienne et on est ensemble, on se retrouve pour faire un premier bilan de la saison de l'Olympique de Marseille. Comment ça va Thomas? Bon écoute, ça va bien, ça va tout le monde. Ouais, un petit bilan. On s'est dit, histoire de voir un peu ce qu'il en est, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Donc voilà, on va un petit peu en parler. Ça va être intéressant. Ouais, on profite de la trêve. On arrive au bout d'ailleurs de cette trêve internationale. Ça nous fait du bien parce que au bout d'un moment, on commence à trouver le temps long en fait. Sans notre OM, ça nous manque assez vite. Et on arrive environ au quart de la saison à peu près de l'Olympique de Marseille, puisqu'on est à peu près à 8 matchs. On est à 8 matchs joués en championnat, 2 en Ligue des Champions. Donc bon, on rappelle un petit peu la situation. L'OM est toujours invaincu en Ligue 1. 8 matchs, 6 victoires, 2 matchs nuls. 20 points sur 24 possibles. Pour donner 2-3 stats, on est la deuxième défense du championnat. On est la 5-6e attaque qui s'essouffle un petit peu. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans cette vidéo. On va donner, comme tu disais, ce que l'on a aimé et ce que l'on a moins aimé dans cette première partie de saison, dans ce début de saison olympien. Je te laisse démarrer avec le premier aspect que tu as aimé donc dans cette saison. Qu'est-ce que tu as apprécié déjà pour Alors, commencer? moi, première chose vraiment que j'ai apprécié, c'est on va dire le mercato dans la globalité, mais j'ai vraiment pointé 2 joueurs et 2 opérations que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Mbemba et Alexis Sanchez pour 0 €. Les bonnes pioches, quoi. Les bonnes pioches, et vraiment, je note pour 0 €. C'est-à-dire que c'est vraiment des joueurs incroyable. que tu as recrutés pour rien du tout. Alors, effectivement, bon, t'as des primes à la signature qui voient un peu un transfert, on va dire. Parce que je pense que la prime à la signature pour Alexis Sanchez, à mon avis, elle doit être un petit peu salée, ouais. Ouais, je pense qu'elle doit être un petit peu haute. Mais bon, voilà. Avec des salaires qui, à mon avis, sont pas des salaires non plus déconnants. Tu vois, c'est pas des salaires à la Strootman, c'est pas ce type d'opération-là. Et c'est justement par rapport à ça que je suis très satisfait parce que on n'a pas fait une Strootman, tu vois. On n'est pas allé récupérer un mec de 32 ans, qu'on a payé 30 patates avec un énorme salaire. Tu vois, ça, je crois que Longoria, il sait très bien que c'est pas possible. Donc, il va chercher des coups. Et Mbemba, Alexis Sanchez, je trouve que ça reste quand même les 2 joueurs qui, moi, m'ont fait la meilleure impression depuis le début de la saison. Surtout pour Alexis Sanchez où j'étais, on va dire, j'étais pas sûr de son réel apport en tant que titulaire. Mais un petit peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Parce Faut le dire. Forcément quelques doutes. Parce que c'est facile là de dire oui, moi j'ai toujours cru en Alexis Sanchez, etc. Tu vois. Non. Il y en a, hein, même, moi tu vois, je faisais pas partie des gens par exemple qui le critiquaient en disant qu'il était crame ou quoi que ce soit, mais j'étais pas non plus persuadé que ça pouvait être un titulaire indiscutable qui pouvait enchaîner les matchs. Tu vois, moi je le voyais plus dans son rôle comme à l'Inter, en super sub, titulaire sur center match. Tu vois, je l'avais déjà dit. Bon, ben il m'a fait mentir clairement. Même si là les 2 derniers matchs ont été un peu plus difficiles, mais je pense que malgré à l'image de l'équipe. Voilà, à l'image de l'équipe, mais je pense que lui, vraiment, il est bien, il est en forme, il a affûté. Je veux bien le numéro de son coach fitness, franchement, si possible, je suis preneur. Le poids de l'âge, à mon avis, chez lui, ça n'existe pas, tu vois. Tu sens qu'il est fit comme il y a 5-6 ans, tu vois, le même joueur. Et puis Mbemba, alors là, je vois davantage vraiment le coup que Longoria a fait dans le sens où Mbemba, il est taillé pour jouer dans des gros clubs, clairement. Ce qui fait qu'il n'est pas dans un gros club, c'est clairement en fait la polémique par rapport à son âge. Je pense qu'un gros club ne veut pas prendre le risque de prendre un joueur qui peut avoir 35 ans, alors que non mais tu vois, je pense que ça joue. Alors que sur le papier il en a 28. Voilà, mais je pense que Longoria lui il s'en fout. Je pense que Longoria il s'est dit tu peux avoir 35 ans, le niveau actuel et voilà. Tu es bon, tu as encore 2-3 ans dans les jambes. Donc, et puis en défense, tu peux te permettre d'avoir des joueurs un petit peu plus âgés quand même. Voilà, non mais clairement. C'est moins gênant. Mais tu vois, en termes d'impact, en termes d'impression qu'il a donné, je pense qu'à l'ensemble des supporters, et Mbemba, c'est peut-être un joueur vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une impression comme ça de solidité, de tranquillité, on a l'impression que rien ne peut l'affecter. Alors il y a eu ce couac à Tottenham où c'est sa seule erreur de la saison en réalité. Oui. Mais voilà, sinon le reste de la saison, enfin le reste des matchs, bon, combien de fois on a dit que si on avait 3 Mbemba en défense, on serait serein, quoi, tu vois. Donc, complètement. Ça veut tout dire. Donc voilà, moi c'est ma première vraiment, mon premier top, c'est le mercato et vraiment Mbemba, Alexis Sanchez, que je trouve vraiment excellent.
Ok, très bien. Ben, c'est vrai que je te rejoins entièrement. Pour continuer sur l'idée, on va dire du mercato, de la direction en fait, puisque tu démarres un petit peu par ça, plus que par le terrain, on va dire, même si Mhm. ça se rejoint. Je vais te donner aussi un top sur ce sujet. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait cette communication en fait pendant l'été qui a été réalisée, et même au début de la saison, à chaque fois qu'il y a eu des petites polémiques de vestiaire ou Mhm. dans les médias, qui a été de dire on replace l'institution OM vraiment Ouais. au sommet de la hiérarchie. Et ensuite, il y a l'entraîneur. Et ensuite, tout Mhm. en bas, il y a les joueurs. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, d'hyper important qu'on avait peut-être perdu de vue depuis plusieurs années à l'Olympique de Marseille, où on avait, et on a encore des joueurs qui se pensent sûrement au même niveau que l'institution ou au-dessus de leur entraîneur. Et c'est important de replacer un peu l'arbre au milieu de la forêt à ce niveau-là. C'est important de redonner un cap et un cadre à pas mal de nos joueurs qui en manquaient, je trouve. Et ça, c'est une opération qui a été finement menée, je trouve, par Longoria et qui a permis aussi d'asseoir l'autorité d'Igor Tudor à un Mhm. moment où il était fortement remis en question avant le tout début de saison. Et je pense que ça a été déterminant pour la suite et déterminant pour le début de saison qu'on a pu faire. Je Oui, sais pas toi ce que tu oui, en oui, penses non, de mais ça, je suis mais totalement d'accord avec toi. En fait, je pense que Longoria a surtout amené une culture très italienne dans l'organisation. Parce que les clubs en ouais, Italie, c'est très clair, c'est très clair. Tu as le président qui préside, tu as le directeur sportif qui fait le recrutement, tu as l'entraîneur qui entraîne et tu as les joueurs qui jouent. Voilà. voilà, Et cette organisation-là, j'ai envie de te dire, depuis le projet McCourt, on l'avait jamais eu. C'est-à-dire qu'on avait non, toujours un coach qui se prenait pour un directeur sportif, c'est ça, un président qui faisait beaucoup de choses mais pas forcément présider. Et en fait, la dernière fois qu'on a vu cette organisation à Marseille, vraiment du président qui préside et voilà, c'est avec Pape Diouf. ouais. Pape Diouf, il avait cette vision-là lui aussi, tu vois. Il Mm. avait à de nombreuses reprises, il avait dit, moi, je suis là pour présider, je suis là pour faire le recrutement, l'entraîneur, il est là pour entraîner, tu vois. Et Voilà. ouais. Et, Mais ça vient et, et aussi, je pense, de l'expérience que les types ont pu avoir dans le football par le passé. Pape Diouf qui était agent de joueur, Longoria qui était déjà recruteur avec Ribalta. Donc ça y joue en fait, ah ben d'avoir oui, des mecs comme ça. c'est toujours plus intéressant d'avoir des mecs qui connaissent un peu le métier plutôt que des novices qui débarquent et bon voilà. Donc c'est sûr que voilà, c'est une organisation et c'est ce qui permet aussi d'ailleurs de gérer les crises Et ouais. comme tu as dit en début de saison. Alors même si le mot crise pour moi il est un peu C'était pas vraiment une crise, mais il y avait un début d'incendie, on va dire, et il fallait l'éteindre rapidement, que ce soit au niveau du vestiaire ou des médias pour moi. Et il a oui, parfaitement fait Longoria avec cette communication. tout à fait, Donc tout à voilà, fait. c'était mon premier coup de cœur de la saison. Le suivant, ça serait quoi pour toi? Est-ce qu'on ferait pas un petit flop Ah, comme ça on alterne. allez, on fait le yo-yo, on fait Allez. le yo-yo, ça va. Ah, donc ce que t'as moins aimé, allez, Alors un truc que ensuite. j'ai moins aimé et je pense que bon là on va être absolument d'accord et c'est je pense le gros dossier un petit peu de ce début de saison, c'est le Ouais, début de saison de Gerson et Payet. et oui. C'est alors c'est très compliqué les deux pour différentes raisons, selon moi. Hein. Après tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Je pense que déjà par rapport à Dimitri Payet, bon il y a clairement aujourd'hui un joueur qui a mal géré son intersaison, je trouve. Mhm. Je pense que le départ de Sampaoli lui a fait très très mal parce qu'avec Sampaoli, il avait un entraîneur Bah, qui qui le le mettait au vénérait centre du limite. projet, Tu oui. vois, qui l'avait mis au centre du projet, qui le vénérait, Eh et oui. la façon de jouer de l'OM avec Sampaoli correspondait parfaitement à Payet. Eh Et oui. je pense que d'ailleurs Sampaoli a vraiment fait cette façon de jouer pour Payet. Voilà. Bon, avec Igor Tudor, c'est la musique est pas du tout la même et on voit que là c'est compliqué. Il faut qu'il Euh, réapprenne à s'adapter et à 35 ans, il, c'est compliqué. il le fera pas. Et Donc non, il le fera pas. on le sait qu'il fera pas. On sait qu'il pourra pas s'adapter à un nouveau style de jeu, complètement changer ses habitudes. Puis c'est un type de joueur voilà qui aime bien être mis en avant, être tu vois. Enfin voilà, c'est toujours Ouais, pareil. ouais, ouais. Donc Payet, il a fait des très belles saisons à l'OM, mais c'est vrai que là cette année, on retrouve un peu le Payet, tu sais, fin Villas-Boas, tu vois. Ouais, 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 Ce je vois. Payet là qui ne sert Qui strictement est, à mo- rien. qui est moins motivé, qui s'inscrit pas pleinement dans la tactique qui est mise en place. Voilà. Ouais, il rame, quoi, il rame. Et moi, clairement, si on doit se projeter juste un petit peu, je vois pas comment aujourd'hui la tendance peut s'inverser, si ce n'est par Tudor qui se fait virer et on prend un nouveau coach Mhm. qui remettrait Payet au centre du truc. Mais sinon, pour moi, Payet, ça va continuer malheureusement à aller de pire en pire.
Mais je pense que c'est un mal pour un bien en quelque sorte parce que ça fait des années qu'on joue avec Payet, qu'on le met au cœur de notre jeu. Et je pense que il y a un moment où il faut savoir peut-être sortir de cette Payet dépendance en fait et de savoir évoluer et changer la tactique et le style de jeu de l'OM et ne plus le faire tourner autour de ce joueur quoi. Ah ben de toute façon là, Faut s'en libérer. si tu regardes un peu le nombre de matchs qu'a fait Dimitri Payet, bon, il en a fait que 6 Ouais, et sur les 6 il y en a, je crois qu'il y en a combien de titulaires? Il y en a 2 ou 3, pas plus, tu vois. ouais, ouais, ouais. Il est pas titulaire il est pas titulaire à tous les matchs donc Ouais. bon, voilà, c'est complexe, C'est complexe. Après, c'est pour le moment, dans l'attitude, ça va, je trouve. Je veux dire, il est attention, pas. Ouais, il y attention, a quelques signaux par rapport, il y par a des exemple, à signaux. Francfort. Ouais, non, il y a des signaux. Pour moi, tu dis ça va, moi je trouve que ça va pas. Moi je trouve que ça va pas. Alors certes, il fait pas la gueule, mais tu vois, Ouais, parce que voilà, si on veut parler de joueurs qui font vraiment la gueule, ah oui, ben on va y venir. voilà, On va, on pourra, on pourra évoquer mon ami Gerson. oui, Hein. oui, on va y venir. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, Payet, je trouve que en termes de niveau de jeu, purement, vraiment, si on parle vraiment que de niveau de jeu, Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu le pire cette année. Tu vois, de nos offensifs, c'est celui Hmm. qui me déçoit le plus, c'est celui qui a pour moi le moins bon C'est, niveau. c'est un gros flop, ouais, cette année. Et puis après, t'as Gerson. Alors Gerson, Hop, hop, hop. à l'inverse, lui, je trouve effectivement qu'il se plaint beaucoup. Voilà. Surtout que aujourd'hui, ses prestations sur le terrain, bah, ça lui permet pas forcément de trop la ramener. C'est ça. Euh, alors Bah, autant, c'est un Brésilien, quoi. ouais. Bon, toi clairement, on peut le dire, t'as jamais trop aimé le joueur et même à son top. Je l'ai jamais porté dans mon cœur. Effectivement, les 6 premiers mois à l'OM, je l'ai trouvé lamentable. On pouvait lui trouver des circonstances atténuantes, il n'y a pas de souci. Il s'est bien repris sur la seconde partie de saison sous Sampaoli, c'est sûr. Il fait partie des cadres qui ont amené l'OM en Ligue des Champions, ça c'est indéniable. Mais même à son prime, il y avait des moments où j'étais pas tellement hypé par ce joueur. Et là, cette année, bah, clairement, il me rend dingue, quoi. Hmm. Qu'est-ce que c'est encore que cette attitude d'enfant gâté, les caprices qu'il peut faire, le s'emboucaner avec l'entraîneur dès le début de saison. Euh, bon, enfin, à un moment, je trouve que c'est dommage pour un joueur de son talent, parce qu'il a du talent, on le voit, de se gâcher comme ça par une attitude pareille et de pas savoir évoluer, en fait. On dirait qu'il est incapable de s'adapter à un système qui ne le met pas dans les meilleures dispositions possibles. Et c'est ça qui me gêne avec Gerson. Ben, c'est vrai que on peut se poser la question parce que avec Sampaoli, alors le début avait été compliqué, mais je pense que c'était plus un côté physique qui était compliqué avec lui. Ouais, Par contre, la deuxième partie de saison, enfin moi j'ai vu le meilleur joueur olympique de Marseille, c'était Gerson, et sans trop de problèmes en deuxième partie de saison, avec un système qui lui correspondait parfaitement. C'est un joueur qui aime avoir le ballon, qui aime faire des différences balles au pied. C'est pas un joueur qui va la lâcher rapidement. Et c'est vrai que Tudor, dans son schéma offensif et dans son animation, il aime quand même que, hop, tu prends le ballon, un contrôle passe, quoi, tu vois. Mhm. Et c'est pas vraiment Gerson. Gerson, c'est Non, plus un joueur qui va, mais qui est bon aussi dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va prendre le ballon quand il est fit et quand il est inspiré. Bah, il faut lui prendre le ballon, hein. Il a le ouais, physique pour garder le ballon, il sait faire des passes, il sait marquer, il est quand même plutôt à droit devant le but. Même depuis le début de la saison, où au final, bon, il fait pas un bon début de saison, il a quand même mis son petit but à Auxerre, tu vois, il a quand même apporté des choses sur certaines actions, tu vois, il ouais. peut faire des passes D si les actions sont mieux terminées par les joueurs offensifs. Donc, je trouve quand même que par rapport à un Payet, il est quand même sur le sportivement parlant, je trouve mieux qu'un Payet depuis le début de la saison. Par contre, Oui, l'attitude, effectivement, moi, autant au début, j'aime voir les joueurs de caractère se plaindre et essayer. Et pour moi, c'est de la combativité. C'est, tu oui. vois, le Par mec. exemple, toi, tu disais qu'un Suarez qui sort, il râle, voilà, ça te fait qu'il rentre pas, qu'il n'était pas Non, rentré en match et qu'il râlait. Et du coup, ça te choque pas ce genre moi, ça me d'attitude, choque quoi. pas. Ça me choque pas comme ça a pu, on va dire, déranger ou choquer des supporters. Il y a eu des polémiques par rapport à ça. Mhm. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré parce que ça reste des compétiteurs qui ont envie de jouer. Voilà. Ouais, ouais. Je connais pas en fait un joueur qui sourit quand il sort du terrain. Alors il y en a qui vont rien dire. Il y en a qui vont taper dans la main du camarade, etc.
Et puis il y en a, bon, tu vois sur leur gueule que ça les fait bien chier de sortir. Et Gerson, en ce début de saison, il en fait partie. Voilà. Ouais. Maintenant, je suis un peu plus quand même optimiste pour Gerson que par rapport à un Payet, tu vois. Gerson, je trouve quand même qu'il a un peu plus de capacité à se remettre un peu en question, et à comment dire, à ce que dans le jeu ça se passe mieux, tu vois. Je pense que t'es encore gentil avec lui, hein. Tu penses toi, tu penses que vraiment c'est terminé? En fait, je le vois pas s'adapter et surtout, je ne vois pas comment il peut améliorer sa relation avec Tudor parce que on voit que entre les deux, c'est clairement pas le grand amour. Mais il y en a aucun qui va faire un pas envers l'autre, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc, j'ai du Ouais. mal à voir comment il peut être, il peut être replacé au cœur du jeu. Et clairement, pour Tu moi, fais on référence à aurait dû le l'accident qu'il y vendre. avait eu en début de saison, c'est ça? Aussi, oui, Entre oui, les et deux, même ouais. les sorties qu'il a pu avoir, les sorties de terrain où tu le vois il n'a même pas un regard pour son entraîneur. Je trouve ça pas normal et pas Ouais. professionnel. Mm. Et moi, voilà, clairement, je te pose la question. Gerson, est-ce qu'on n'aurait pas dû le vendre à l'intersaison? C'est toujours pareil, ça dépend le montant. Longoria avait dit qu'il avait reçu des offres, je crois, d'Espagne Ouais. pour Gerson. Moi, même pendant l'intersaison, alors donc avec un Gerson qui venait terminer en boulet de canon sa fin de saison, je te disais à 40 millions, mais ça part de suite, quoi, tu vois. Et là, on parle de 30 millions. Voilà, et là on parle de 30 millions. 30 Donc millions, déjà, tu vois, je réfléchis un peu plus, mais à 40 millions, ça parlait de suite. Et tu pouvais dire ça sur les réseaux, par exemple 40 millions, Gerson ça part, mais il y en a qui te disaient, mais c'est impossible, Gerson ça vaut 80 millions, ça, tu vois. ouais, bah, après, Bon, ça, c'est des mecs qui sont déconnectés, on va dire, de la réalité. Mais on en connaît, hein. Donc, la problématique, c'est qu'on voyait déjà que ça partait un peu de travers sa saison. Et à ce moment-là, le risque, c'est ça, c'est qu'ils perdent de la valeur. Là, on n'a même pas un mois après le mercato. Enfin, on a tout juste un mois après le mercato. Le mec a déjà perdu 10 millions de valeur. Hein. Il a perdu un quart. ouais, on peut imaginer ça, À mais la fin de la saison, il en vaut 15. ouais, je sais pas. Honnêtement, je suis pas persuadé que il va pas se reprendre. Moi, je vois quand J'espère, même, hein, j'espère. je vois quand même une possibilité pour lui de se reprendre parce que, encore une fois, lui, j'ai l'impression que les efforts qu'il doit faire dans le jeu sont moins importants qu'un Payet, par exemple. Payet, Ouais, ouais. à son âge, c'est trop compliqué de changer les choses. Gerson, ça reste encore un jeune joueur qui peut, je pense, vraiment s'améliorer, qui peut apprendre le tout d'or aussi, et Mhm. même des mecs comme Alexis Sanchez, des mecs comme ça, tu vois. Je pense qu'il peut apprendre et qu'il peut s'améliorer, voilà. Et Ouais. puis Gerson, c'est juste un truc aussi. J'aimerais quand même qu'il soit utilisé un peu plus au milieu de terrain, voilà. Je sais pas si Tudor y pense, mais Gerson dans le trio, au bout d'un moment, tu vois, tu sens qu'il est pas assez rapide pour jouer devant. Non. Non, non, il Je faudrait le qu'il préfère redescende d'un toujours cran. dans un Hein. poste plus reculé. Voilà, Ouais. ça c'est ma vision du truc. Et puis bon, voilà. Donc voilà, en tout cas, ça c'est je pense que c'est un flop qu'on avait tous les deux. Est-ce que toi Ouais, parce que t'en as un autre de flop? je l'avais noté un peu celui-là. J'avais Oui, mis oui. les caprices et les défaillances de certains cadres de l'an dernier, donc ça rejoint tout à fait ce que tu Mhm. dis. Je vais parler aussi du flop que j'ai, c'est évidemment le parcours en Coupe d'Europe qui vient de noircir le tableau, mais plus que noircir, qui vient Ah oui. envoyer une énorme tachasse, tu vois là, tu prends la grosse peinture, tu l'envoies sur la Joconde, tu sais, voilà, Ouais. et là tu massacres le tableau. Parce que autant sur le terrain que en dehors, hein, je tiens à préciser, c'est Mhm. ça mon constat, c'est on se dirige encore vers une catastrophe industrielle. Et je trouve ça malheureux que voilà, on attende encore pendant des années de se qualifier en Ligue des Champions, tout ça pour tout gâcher, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Hein. Mhm. C'est un gâchis monumental encore une fois. Là, je vois pas comment on va s'en relever de ces deux premières défaites et du huis clos qui a été prononcé C'est contre surtout l'OM. ça. D'ailleurs, C'est surtout le huis clos qui arrive, hein. n'hésitez pas à aller voir la vidéo que l'on a postée sur les supporters où on fait un débat par rapport à la violence au sein du stade Vélodrome et les débordements qu'on a pu avoir. On a un débat assez animé là-dessus. Mais voilà, le parcours en Coupe d'Europe, vraiment, c'est l'énorme flop numéro un pour moi du début de saison. Oui, oui, de toute façon, on peut être que d'accord. C'est sûr que il va y avoir une bascule là pour le prochain match contre le Sporting à la maison à huis clos. Si on arrive, si on arrive à gagner ce match, ce qui me paraît totalement improbable, mais si on arrive à le gagner, on se relance, je pense quand même, Ouais. dans la qualification. Par contre, si on le perd, c'est terminé. Et Ah, ça mais va pour être, moi, l'objectif, c'est juste de plus être ridicule. Hein. Un petit match nul, je signe en fait. Hein. après, j'ai pas trouvé, alors,
je comprends le terme ridicule, mais honnêtement, sur les 2 premiers matchs, je ne nous ai pas trouvé ridicule. Au Tottenham, pas à Tottenham, évidemment. Tottenham, Mais on n'est pas ridicule. À Francfort, on est ridicule. Francfort, c'est sûr qu'on n'est pas bon, mais tu vois, ridicule pour moi, c'était Porto, c'était Manchester City. Tu vois? Ouais, mais là, c'était des enfants qui s'étaient, voilà, c'est ridicule. Dessus, Là, tu vois, j'ai vu des mecs, peut-être, en fait, pas capables d'aller plus loin dans leur niveau de jeu, mais j'ai pas vu des mecs ridicules sur le terrain. Voilà, c'est juste, ouais. c'est juste ça. Mais effectivement, il va falloir qu'on arrive à faire quelque chose, créer un petit exploit. Je vois plein de clubs qui arrivent à faire des exploits à droite à gauche, voilà. et nous, en fait, on n'y arrive jamais. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça serait bien de pouvoir arriver à passer le cap. Bon, mais c'est sûr que voilà, c'est la grosse tâche et ça sera une grosse tâche de toute façon dans la saison parce qu'on espérait quand même beaucoup mieux par rapport à un groupe en plus qui était un groupe d'Europa League, hein, faut pas se mentir. Hein. Ah mais oui, on a le groupe le plus facile de tous les groupes de Ligue des Champions cette année. C'est pour ça on n'a pas d'excuses. Donc c'est vraiment une blessure assez profonde, je trouve. Non, je suis d'accord. Et voilà, j'espère que on va arriver à atténuer un peu la chose, mais je suis très sceptique. Ouais. Bon, sur une note plus positive, qu'est-ce que tu as aimé, toi? Alors, ce que j'ai aimé, un truc qui est arrivé très récemment et que j'ai bien aimé, c'est la prolongation de Valentin Rongier. Ah ouais, bien vu, je me suis pas noté et en plus c'est un coup de cœur aussi, ouais. Ouais, voilà pour sa prolongation parce que en plus il est cette année vice-capitaine et j'aimerais beaucoup qu'il soit capitaine tout court en fait. Oui. Même si tu vois, je pense que Valentin, il a pas aujourd'hui un niveau Ligue des Champions. Je pense pas, tu vois. Je pense qu'il a un niveau Ligue 1 très très bon, un niveau Europa League très très bon. Je le vois pas encore, tu vois, passer le cap du niveau international Ligue des Champions. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il est pas appelé par Deschamps en équipe de France, parce que je pense qu'il lui manque encore quelque chose. Mais par contre, avoir des joueurs sur qui tu peux te reposer en championnat d'expérience, qui vont parler, un milieu de terrain, gratteur, tu vois, qui va porter des choses sur lui, c'est Valentin Rongier et ce mec-là doit être capitaine. Voilà. Ouais. Il représente plus les valeurs d'un capitaine qu'un Dimitri Payet, par exemple. Tu vois, je trouve qu'il dans la succession d'un Mandanda, il serait très très bien, Valentin Rongier, et j'étais très content vraiment de sa prolongation, qui je pense est une prolongation très intelligente, qui doit pas être un tarif non plus exorbitant. Donc voilà, je très très content et ça m'a bien plu. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Valentin Rongier, de toute façon, ça a toujours été un joueur un peu coup de cœur pour ma part. Et c'est vrai qu'il était déjà capitaine à Nantes. Il a un peu ce leadership dans le sang en quelque sorte. Le talent en moins, je veux dire, mais tu vois, le parcours me ferait presque penser à un Didier Deschamps. Oui, quoi. oui, la comparaison est un peu facile, mais on fait la comparaison parce que Deschamps était aussi formé à Nantes et lui voilà. aussi. C'est un peu les mêmes styles, même si voilà, effectivement, c'est pas les mêmes catégories de joueurs, mais oui, je comprends. Mais j'adorerais vraiment voir soulever un trophée par Valentin Rongier. Franchement, petite coupe de France, ce serait pas mal. Ouais, ça serait vraiment exceptionnel. Non, mais totalement d'accord avec toi. Ce que je me suis noté aussi en coup de cœur, c'est le Vélodrome qui est rempli à tous les matchs. C'est pas forcément toujours le cas. Là, on va affronter bientôt Ajaccio à domicile. On a déjà vendu, si je dis pas de bêtises, plus de 50 000 billets. On se dirige encore à nouveau vers un stade plein à craquer. Franchement, c'est assez exceptionnel ce qui se passe cette année. Je sais pas si du côté de l'OM ils s'en rendent compte de la hype un peu retrouvée autour de notre club, parce que vraiment en tribune, on a eu une grosse période un peu de mou, hein, on peut dire, pendant une dizaine d'années entre la fin de l'époque Deschamps et à peu près l'époque actuelle, avec un sursaut, on va dire, au moment de Bielsa. Mais sinon, ça a été quand même, on a eu des périodes compliquées. Donc franchement, à titre perso, moi je profite quoi, parce que je suis hyper heureux d'aller au stade, d'avoir cette ambiance, d'avoir cette bonne ambiance, à part pour les quelques débordements qu'on a évoqués. Ouais. Mais voilà, le stade est plein, ça fait plaisir, il y a de l'engouement et ça me plaît. On est le 8e club européen en termes d'affluence cette année. Le premier club français très largement. Hein, oui, c'est pas étonnant. Mais on revient, c'est vrai qu'on revient un peu de loin parce que il faut se rappeler notamment de la révolution des cyprès où t'avais à ce moment-là une hype qui était absolument inexistante
avec une haine plus qu'autre chose pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Une défiance totale, ouais. Effectivement, c'est bien de se remettre à niveau. Je pense que ça a beaucoup joué aussi par rapport à la saison dernière où il y a eu une vraie identité de jeu avec Sampaoli. Ouais. On en pense qu'on en veut de Sampaoli, mais il y avait une vraie identité de jeu. Mais c'est ça qui est important, voilà. Quelque chose, voilà, qui t'est revenu, tu vois, un peu de nulle part. Et ouais, non, c'est vrai que tu vois l'engouement qu'il y a cette année au stade, c'est vraiment bien, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un autre flop de ce début de saison? Ouais, j'ai un autre gros flop, alors qui est aussi très global, mais je vais vraiment pointer du doigt quelque chose en particulier. On va dire, c'est un peu les polémiques sur les réseaux, les différentes polémiques qu'on a eues depuis le début de la saison. Alors, ouais. Il y en a eu. Ça, je sais que ça te plaît pas. Ça. Ouais, il y en a eu beaucoup trop, je trouve. Il y en a eu. Alors, on a eu par exemple la polémique autour de l'arrivée de Jordan Verretou. On en avait parlé. Ridicule. Un truc, on sait même pas sur quoi ça se base, voilà. Donc un truc assez ridicule. J'ai pas aimé non plus les sifflets sur Igor Tudor avant même le premier match du championnat. Ouais. Même aussi dans le côté un peu plus positif pour certains, c'est par exemple à Bamba Dieng, cette hype un peu démesurée qu'il y a avec ce joueur, alors qu'il n'a pas fait grand chose. Tu vois, là aussi ça m'a pas forcément plu. Je peux englober là-dedans aussi, du coup, les incidents qu'il y a pu avoir au stade. Avec des mecs qui défendent encore l'indéfendable. Voilà, et tu vois des mecs sur les réseaux qui te défendent encore ça, voilà, en te disant mais non, c'est normal, machin, patin. Non, enfin, voilà, il y a des choses que je comprends pas. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que l'intersaison de la Team WEM, comme on l'appelle, elle est vraiment pas bonne sur beaucoup de sujets. Si vraiment il y a un point qui vraiment m'a beaucoup gêné, c'est vraiment par rapport à Tudor, vraiment. Ouais. Parce que ça, c'est pas digne d'un public de connaisseurs, comme on se prétend être. C'est ça. Comme on se prétend être, tu vois. Je dis bien ça parce que ouais, bien sûr. Pour moi, j'ai de plus en plus de doutes par rapport à ça. Quand tu vois qu'un entraîneur qui n'a même pas fait un premier match de championnat se fait conspuer comme il s'est fait siffler au Vélodrome, pour moi, ça c'est digne d'un public de footix, quoi. Tu vois, c'est pas. Ah oui, non mais complètement. C'est ça. Hein, et ça me gêne énormément que cette image-là soit rattachée aux supporters de l'OM parce que on se prétend être connaisseur, machin, public, on aime le foot, etc. Non, mais tu peux pas faire ça. Ça, c'est un public de Parisiens qui fait ça, tu vois. Donc voilà, ça m'embête énormément. Et on l'a évoqué déjà dans nos cartons. On l'avait déjà évoqué, mais tu vois, c'est vrai que c'est vraiment le truc. Moi, j'étais abasourdi quand j'ai vu ça. Tu vois, et même récemment, par exemple, la polémique sur Mandanda aussi. Est-ce qu'il fallait siffler ou applaudir Mandanda? Mais ben, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux qui me dépassent et donc c'est comme ça. Je comprends, mais ça fait beaucoup sur la saison, sur le début de saison en tout cas, ça fait vraiment beaucoup de polémiques inutiles et je suis complètement d'accord. Mais c'est un peu le problème des réseaux sociaux et tu donnes la parole à n'importe qui, on va dire, enfin à tout le monde et à n'importe qui. Donc ça a ses côtés effectivement positifs parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer. Mais d'un autre côté, tu te dis bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que tout le monde s'exprime? Parce qu'il y en a, ils ont quand même beaucoup de merde à dire. Hein, il faut le dire. Il faut le dire quoi. C'est un peu compliqué parfois. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ce que j'ai moins aimé pour ma part, c'est un peu plus sportif pour le côté terrain. C'est en fait l'essoufflement de l'équipe sur les derniers matchs. Physiquement, déjà, mais surtout en termes de contenu de jeu, parce qu'on était parti très fort, je trouvais, en termes de contenu, et ça s'est énormément essoufflé, je trouve, sur les derniers matchs, avec vraiment une équipe pauvre offensivement, je trouve, qui n'arrivait pas à faire de différence, et je trouve que les excuses ne sont pas vraiment acceptables, en fait, parce qu'on m'a parlé de la fatigue. Ok, il y a de la fatigue, mais Rennes aussi, par exemple, en avait de la fatigue. Et malgré tout, on en fait du turnover à l'Olympique de Marseille. Enfin, Igor Tudor, il en fait du turnover. À part un peu pour nos latéraux, pour lesquels, bon, on a eu l'occasion d'en discuter. Il n'y a pas vraiment de solution de secours, à part Caboret qu'on pourrait tester un peu plus. Mais je trouve que c'est un motif d'inquiétude, en fait, justement, pour la reprise à venir, où on a 2 matchs faciles pour démarrer.
je parle en championnat. Le championnat, oui, on va à Angers, on reçoit Ajaccio. Mais par contre, après, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en championnat, mais jusqu'à la Coupe du Monde, c'est un enfer. une cadence infernale qui nous attend. Hein. Donc là, on a des gros tests à venir. J'espère qu'ils ont profité de la trêve internationale pour travailler un peu le fond de jeu, quoi, en fait, hein, le contenu, parce que ça m'inquiète. Là, moi, je suis inquiet et je te rejoins. Mais pour moi, les explications, alors, bon, le côté physique, ça peut s'entendre, mais c'est pas pour moi l'explication première. Pour moi, la vraie explication, la vraie première explication, et tu l'as dit, c'est un déficit par rapport aux latéraux. Parce que le jeu d'Igor Tudor, tout se passe, ce qui va te permettre d'être une bonne équipe, c'est vraiment tes latéraux. On l'avait vu en pré-saison, en début de saison. On n'avait pas Klose, on n'avait pas Tavares. Donc, on jouait un peu avec ce qu'on avait. Et on voyait qu'on était une équipe très prévisible où il se passait pas grand chose. Quand Tavares et Klose sont arrivés, de suite, tu as vu qu'on a changé de dimension en termes de jeu. Là, ce qui se passe, c'est que Klose a commencé à piquer du nez. D'ailleurs, il a été en équipe de France. Il n'a pas été bon en équipe de France de ce que j'ai vu. Il s'est pas forcément vraiment reposé. Donc, tu vois, tu disais, est-ce qu'ils vont pouvoir travailler, etc. Klose, je suis même pas sûr qu'il ait pu vraiment se reposer et travailler. Tavares, excellent début de saison. Bon, lui, c'est un peu plus difficile. Enfin, il a un peu baissé lui aussi, mais je trouve que même dans le mal, il a su se montrer intéressant. Il est toujours là. Lui, contrairement à un Klose, par exemple. Mais là où ça m'inquiète, c'est qu'il est pas là, par exemple, pour Angers. Donc, comment tu vas jouer ce match-là qui est très important pour te relancer un peu dans la bonne dynamique. Retrouver la dynamique, ouais. Voilà. Et c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas de latéraux plus que ça, alors qu'à Boré, on sait pas encore le niveau, et puis à gauche, on n'a pas d'autre solution. Donc voilà, c'est un signe effectivement d'inquiétude, et surtout pour moi, c'est vraiment l'explication du fait que offensivement, on a vraiment pioché sur les derniers matchs, parce que Alexis Sanchez peut pas tout faire. Bon, Payet, on l'a dit, il y est pas du tout. Gerson, pareil. Guendouzi, il essaye tant bien que mal un petit peu, mais c'est compliqué. Luis Suarez, on n'a pas encore vu énormément de choses. Donc voilà, c'est encore en train de tâtonner un peu, tu vois. Donc effectivement, c'est inquiétant, et je te rejoins. Offensivement, il va falloir qu'on arrive à passer un peu un cap. Mais ça passera que par nos latéraux qui redeviennent un peu retournent en bonne forme, et voilà, et c'est là où ça va déjà être dépendant, ça quoi. On est déjà dépendant, et nos adversaires, ils ont compris comment on joue, donc ça m'inquiète pour la suite. Ouais. Donc voilà, c'était mon dernier flop. Je sais pas si tu voulais du coup terminer sur une note positive, peut-être. J'ai juste encore un petit truc positif et un petit truc négatif. Je vais juste faire le truc négatif très rapidement. C'est je pense que beaucoup de supporters vont s'en rappeler, lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, la présence d'un certain Jacques-Henri Hérault. Oui, mais non, mais je m'y attendais tellement pas. Un Roland de vomi qui revient, tu vois, attention, une fin de soirée qui revient un peu gâchée. Non, bon, c'est problématique parce que, tu vois, Macron nous avait vendu le fait que Hérault c'était terminé, etc. Ouais. Ça a pas l'air si terminé que ça. Et on se demande. Il est au conseil d'administration de l'OM. Voilà, on se demande à quel point il tire encore les ficelles. Voilà, donc c'est gênant, et j'espère qu'un jour ça sera vraiment définitivement réglé. Et j'en suis même pas sûr. Il est là, il rôde dans l'ombre, l'ombre. Il est toujours là. Et le point, et donc ce que j'ai aimé, pour finir sur un côté plus positif, ce que j'ai aimé quand même, et on en a déjà parlé, mais je voudrais vraiment vraiment parler de ce point-là en particulier, c'est le caractère d'Igor Tudor. Voilà. Parce que j'ai l'impression quand même qu'on a affaire à un entraîneur. Il n'y a pas grand chose qui va le dévier de son chemin. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas se faire, tu vois, un entraîneur avec moins de caractère aurait pu déjà sombrer après les sifflets avant le premier match. Lui, t'as l'impression que, tu vois, ça l'a pas plus dérangé que ça. Ça l'atteint pas. Et on a besoin d'avoir un mec comme ça, tu sais, froid, un rock, qui va aller de l'avant, qui va montrer son caractère. Tu vois, par certains côtés, il me fait un peu penser à un mec comme Guéret, tu vois. Ce mec un peu, tu vois, tu sais, l'extérieur, ça le touche pas, tu vois. Ouais. Lui, il a son idée en tête, et il continue, tu vois. Et Guéret, un mec qui est vachement apprécié d'ailleurs par les supporters de l'OM.
Tu vois, je pense que Tudor. D'ailleurs, une petite pensée pour lui parce qu'il va pas très bien. Il va pas très bien, donc une pensée pour lui, effectivement. Mais tu vois, un mec comme Tudor, je pense que si c'est un entraîneur qui reste sur la durée, je pense qu'il peut amener des choses. Et j'aime bien quand même son idée de jeu, parce que, et c'est vraiment mon dernier point, son idée de jeu, pour moi, c'est on retourne sur le droit au but, tu vois. C'est-à-dire vraiment, on arrête les petites passes de 2-3 mètres, on arrête de tourner en rond. Tu prends le ballon, hop, tu attaques. Tu vois, t'attaques, t'accélères, tu dribbles, tu provoques. J'aime bien ça, tu vois. Je pense que on aime tous ça, et c'est un peu l'identité quand même de l'Olympique de Marseille. C'est vrai. On aime les mecs. Après, tu vois, ça tente, on rate, c'est pas grave. Les mecs qui tentent, tu vois. C'est assumé. Et on a des joueurs tu vois, des mecs comme Under, des mecs comme ça, tu vois, qui prennent le ballon, qui vont tenter. Alors, des fois, ça va réussir, des fois, ça va pas réussir, mais tu vois, c'est intéressant. Et donc, voilà, c'était vraiment mon dernier point, c'est ce caractère qu'il est en train de montrer, qui est fait pour un club comme l'Olympique de Marseille. Moi, j'avais une petite anecdote qui m'avait fait rire, juste quelques secondes là pour terminer, qui m'a fait beaucoup rire. C'est l'Olympiakos qui se transforme en antichambre de la mafia marseillaise. C'est incroyable ça. Avec l'arrivée d'Anigo, l'arrivée de Michel. Mais c'est fou. Des joueurs olympiens. Conrad de la Fuente. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais je suis curieux. Et tu sais quoi, je suis curieux de voir ce que ça peut donner, cette histoire. Hein. Parce que l'Olympiakos, c'est pas non plus le club du coin, quoi. Tu vois, c'est pas un petit club pourri. C'est un club qui nous a emmerdé en Ligue des Champions il y a pas si longtemps que ça. Donc, bon, à voir, quoi. À voir. Surtout, Anigo, je crois qu'il est directeur du football, un truc comme ça. Hein. Je sais pas. C'est ça, l'équivalent du directeur sportif. C'est ça. Ça m'a fait mourir de rire en voyant ces informations. Ah ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a les Marseillais qui ont infiltré l'Olympiakos. Tu te dis, comme quoi? Tu as l'impression que c'était une fake news, tu sais, c'était genre un truc, vas-y, c'est une blague, vas-y, laisse tomber. Comme quoi, entre Olympiques, tu vois, on se rejoint un petit peu, on infiltre tous les Olympiques. À quand l'Olympique lyonnais? Peut-être votre tour viendra, lyonnais. On leur a donné Garcia, déjà, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, on les a bien sabotés, remarque. Le sabotage en règle. Bon, sur ces petites anecdotes marrantes hors OM, on va terminer notre vidéo. Donc, merci Thomas d'avoir partagé ces quelques top flops du début de saison avec moi. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. On essaiera de se refaire l'exercice pendant la Coupe du Monde. Parce qu'on va avoir le temps pendant la Coupe du Monde. Voilà, on va avoir du temps. Voilà. Voilà, on se donne rendez-vous très vite pour l'avant-match de Angers-OM, puisque l'OM reprend très bientôt vendredi son rythme. Et d'ici là, écoutez, bonne semaine à tous et à très vite. Ciao l'équipe. Ciao tout le monde.